Alors en fait, dès mon premier jour au cabinet du ministre des Armées, mon responsable, en fait, la personne qui était plus gradée que moi, mais qui était également mon binôme de travail, il m'a tout de suite pris en charge du coup, puisque c'était la personne la plus ancienne de la cellule. Dès le lendemain, en fait, ça commençait vraiment sur des propos à caractère sexuel, mais pas visés contre moi directement. C'était vraiment tout le personnel féminin en fait qui en prenait pour son grade. C'était quelqu'un qui était qui on comprenait tout de suite qu'à la maison c'était pas génial et que sexuellement parlant, il n'était pas satisfait puisqu'il manquait pas de le dire haut et fort. Ça s'est vite rapporté à moi. C'était plus j'ai envie de baiser, mais j'ai envie de te baiser. Là, il y avait un homme et une femme beaucoup plus âgés, beaucoup plus gradés également, qui étaient témoins de ces propos-là. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais toute seule puisque ces personnes-là rigolaient, donc alimenter ces propos-là, faisait passer ça sous le ton de l'humour. Et moi, j'étais la seule dans mon coin à pas savoir trop comment répondre. Et lorsque j'arrivais pas forcément à me défendre, on me faisait la remarque qu'on allait m'apprendre la vie et qu'il fallait que de toute façon j'apprenne à rétorquer quelque chose, quoi. Parce que ce serait comme ça. J'ai très longtemps culpabilisé en me demandant ce que j'avais fait pour entendre ces propos-là. Donc j'ai d'abord essayé de répondre par la blague. Je me disais que peut-être que si je rigolais à ces propos-là et que j'essayais de rétorquer quelque chose, sous le ton de la rigolade, ça allait peut-être prendre fin. Or, c'était pire, donc du coup après j'ai essayé de ne plus répondre, de rester muette. Bon, c'était pas la solution non plus, donc à un moment j'ai quand même essayé de dire stop. Cette personne s'est absentée durant 4 semaines de la cellule, et à ce moment-là, en fait, je me suis sentie vraiment très bien dans mes baskets, très à l'aise pour venir au travail. Et donc à son retour, moi j'ai pris l'initiative le matin même de discuter avec cette personne, de mettre à plat un petit peu ce qui se passait et de lui raconter que voilà, par mon passé, j'ai malheureusement déjà fait les frais de propos à connotation sexuelle et que cela me dérangeait énormément et que de toute façon aujourd'hui je ne serais pas prête à accepter ça de nouveau parce que c'est trop pour moi. Et cette personne-là, pendant 3 heures, m'a énormément rassuré, m'a dit que de toute façon, avec lui, c'était tolérance zéro et que si c'était amené à se présenter durant cette affectation-là, il serait le premier à me défendre. Donc moi, c'est vrai que je me souviens être sortie vraiment très très soulagée de cette discussion. Je me suis dit, ok, je vais pouvoir reprendre mes fonctions sereinement. Et puis en fait, c'était un leurre puisque le lendemain, c'était pire. C'était encore plus salace, c'était encore plus présent. Et finalement, cette personne a utilisé un petit peu ma faiblesse, ce que j'avais confié, pour rétorquer x10. Là, on arrive vraiment sur une journée type de 7h à 23h, à entendre constamment qu'il a envie de me baiser, à me dire que de toute façon, il aimerait bien me sodomiser, à m'expliquer qu'il avait hâte que je sois en état d'ébriété pour pouvoir profiter de moi. À ce moment-là, je me souviens lui avoir répondu que c'était vraiment dégoûtant, et il m'avait rétorqué que de toute manière, même si moi je trouvais ça dégoûtant, lui, il trouverait une satisfaction. Il m'y met des gènes obscènes constamment. Lorsque je me lavais les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, il prétendait que j'étais en train de mouiller. Il m'y met des fellations. Des fois, je me souviens, il tenait même ses parties intimes en disant que voilà, qu'il avait joui. Enfin, ça empirait comme ça. Et toujours pas de réaction de vos collègues? Non, aucune réaction de mes collègues. Des fois, ils étaient un peu abasourdis par ce qui se passait, mais ça les empêchait pas de rire derrière. Et du coup, à aucun moment on m'a défendu ou on a arrêté cette personne, quoi. Après, c'est vrai qu'il me suivait également à mon vestiaire, donc en fait, il me regardait et puis des fois, j'étais obligée de forcer pour fermer la porte de mon vestiaire pour me changer tranquillement. Et un jour, lorsque la porte était ouverte et que j'étais simplement en train de remettre ma chaussure, il a vu mon tatouage à la cheville et à ce moment-là, il m'a répondu que il avait hâte que je dise oui pour me baiser et que, pareil, il m'avait suivi aux toilettes. J'étais en train de me recoiffer devant le miroir, j'avais les cheveux détachés et il m'avait dit que bien que les cheveux attachés soient obligatoires dans l'armée, j'étais très excitante comme ça, et que lui, il adorait beaucoup ça. Et puis après, c'était des remarques constamment sur ma tenue, t'es mignonne dans ce pull-là. Et un jour, je me suis levée, j'ai enlevé mon manteau, et puis il était en train de mater mes fesses, et il m'a dit, t'as vraiment un beau cul, et que ça devient vraiment dur pour moi d'aller au travail, alors que j'adore mon boulot, et que franchement, je suis juste dépitée. À ce moment-là, j'angoisse tous les matins, j'ai une boule au ventre avant de venir travailler, je quitte le travail en pleurs, parce que je me dis que demain, ça va être pareil, et rebelote.
Au bout de 3-4 mois, j'ai rendu compte parce qu'en fait, mon médecin m'avait mise une première fois en arrêt maladie durant une semaine. Durant cet arrêt maladie, j'ai pris contact avec une première fois avec Écoute Défense, une cellule d'aide pour les femmes victimes de différents types d'harcèlement. C'est la première personne neutre qui m'a écouté, qui m'a fait prendre conscience que c'était pas normal et que c'était trop. Et du coup, à ce moment-là, durant mon premier arrêt maladie, j'ai rédigé un compte-rendu. Et c'est ce compte-rendu-là que j'ai présenté à mon retour, à mon chef direct, à mon commandant du coup. Et mon commandant l'a tout de suite pris vraiment au sérieux, puisqu'il a été vraiment dépassé par ce qui se passait, il s'en doutait pas. Il a tout de suite convoqué la personne en question. Il m'a permis de rentrer chez moi à ce moment-là pour que je ne sois pas confronté à cette personne-là. Ensuite, ça donne que j'ai jamais recroisé cette personne-là, puisque du coup, on l'avait placée en télétravail pour ne pas que moi, j'en fasse les frais davantage. Donc du coup, là, tout se passait plutôt bien. Je faisais mes journées de travail. Bon, c'était difficile. Et puis bon, les jours ont passé et les gens ont commencé à se poser des questions sur l'absence de cette personne, ce qui n'était pas du tout normal. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis revenu un petit peu sur ma position et j'ai demandé à mon commandant... qu'est-ce que je pouvais faire pour me défendre si jamais des mois après je pétais un plomb par rapport à ce qui s'est passé. On m'a dissuadé de contacter la cellule Thémis parce qu'ils savaient très bien qu'une enquête de commandement allait avoir lieu. On m'a dissuadé d'aller aussi loin, de surtout pas porter plainte parce que bon, c'était une procédure très lourde et pour moi c'était peut-être pas ce dont j'avais besoin. C'est ce qu'on m'a expliqué jusqu'au jour où en fait mon commandant m'a demandé de signer noir sur blanc un papier en stipulant que moi de toute façon j'arrêtais les démarches et que je souhaitais pas aller plus loin. Non, l'institution ne m'a pas protégée et on m'a bien fait comprendre que c'était moi la personne problématique, puisque bon, ça fait du remue-ménage, on n'aime pas que ça fasse de vagues dans des affectations, donc on m'a bien fait comprendre que voilà, il fallait étouffer le dossier de toute façon, il fallait pas faire de bruit à ce niveau-là. Les personnes qui ont témoigné en ma faveur m'ont bien fait comprendre qu'il y avait une charge monstre de travail et que je les aidais pas en faisant ça. Et puis pareil, à ce moment-là, on m'adressait plus la parole au sein du bureau. C'était comme si j'étais inexistant. J'ai simplement rassemblé mes affaires sans faire un bruit. Donc en fait, j'ai quitté les lieux, j'ai quitté une affectation pour laquelle je m'étais vraiment battue contre mon gré, pour mon bien-être moral. Et à côté de ça, en plus, on me fait comprendre que c'est à moi de m'endurcir et que ah bah super, maintenant il y a du travail quoi. Donc non, c'est vrai que c'était très très dur quoi. Suite à ça, j'ai été affecté à Brest. C'était mon choix d'aller sur Brest, puisque à ce moment-là, mon conjoint était là-bas. J'y ai fait à peine un mois, puisqu'en fait, arriver sur Brest, pour moi, c'était trop. Là, il y a eu une nette rupture moralement. Je pouvais plus être dans une base militaire, être entouré de militaires devenait impossible à vivre pour moi. C'était des crises d'angoisse constamment. J'avais une boule au ventre constamment. Le monde militaire m'avait clairement dégoûté à ce moment-là et j'avais plus ma place. C'était trop dur pour moi de revenir. J'avais tellement pris sur moi que là c'était trop pour moi. J'avais l'impression de clairement avoir une étiquette sur le front. C'est devenu la descente aux enfers quoi. Sauf qu'un jour je me suis réveillée et j'ai pris la décision de saisir la cellule Thémis, donc la cellule qui nous aide, qui lutte contre le harcèlement au sein des armées. Et là ça a été la première étape pour moi pour me défendre, pour constituer un dossier et tout ce qui s'ensuit derrière quoi. Je me suis dit de toute façon, moi si dans 5 ans ou 10 ans je pète un plomb ou cette histoire prend trop d'ampleur pour moi dans ma vie, il faut que j'aille au bout de ce que je peux faire, et aller au bout de ce que je peux faire pour me défendre, c'était porter plainte à ce moment-là, pour être reconnue en tant que victime. J'espère vraiment que à l'issue de ce procès, une page de ce livre-là va se fermer, et j'espère vraiment que je vais pouvoir respirer à nouveau, quoi. Parce qu'en ce moment, peu importe ce que je fais, peu importe où je suis, l'armée, j'y pense constamment. J'ai passé des nuits blanches d'un nombre incalculable, j'ai fait des cauchemars, j'ai fait des crises d'angoisse, et là maintenant c'est une étape bien sûr de savoir que je vais être confronté à cette personne-là. Moi l'armée ça a été une grosse désillusion, c'était vraiment toute ma vie, j'avais 18 ans, j'aspirais qu'à une chose, c'était faire carrière dans l'armée, et quand j'ai vu la tournure des choses, c'est trop violent en fait, moi humainement parlant, c'est trop violent pour moi, et tout ça a vraiment créé une énorme cassure, et je peux plus aujourd'hui évoluer et consacrer autant de temps, donner autant de ma personne à une institution qui m'a traité ainsi quoi. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'être écouté, il y a qu'une cellule sur
tous ceux que j'ai rencontrés qui m'a pris au sérieux. Moi, ma carrière aujourd'hui est en croix à cause de cette personne-là. Et c'est vrai que c'est affligeant, en fait, de se dire que cette personne-là, aujourd'hui, est mutée dans une école même prestigieuse, en fait, des armées. Moi, la première, j'aurais adoré être affectée là où il est actuellement. Et, moi, j'étais un excellent élément également. J'étais passionné par ce que je faisais. Et aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de continuer au sein des armées. Et c'est vraiment affligeant. C'est extrêmement révoltant, mais ça montre bien, je pense, le système en lui-même. C'est vrai que on couvre pas les victimes, on couvre les coupables, et je trouve que c'est vraiment désolant, quoi.